c'est l'histoire d'une jeune femme dont la mère est assassinée dans des circonstances épouvantables. Et le tueur revient, et cette fois-ci, il va s'attaquer à elle et aux personnes de son lycée. Ce tueur a une particularité, il s'habille avec un costume d'Halloween, un masque assez terrifiant, qui restera d'ailleurs dans les annales du cinéma fantastique. Ah oui, et qui est toujours marquant aujourd'hui encore. Ouais, un peu comme le masque de V pour Vendetta, c'est des masques qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas, oui. Charles, c'est réalisé par qui? Alors, c'est réalisé par l'un des maîtres du cinéma fantastique américain, j'allais dire actuel, bon, malheureusement il est décédé, hein, Wes Craven, né en 1939, décédé en 2015. Il s'est fait connaître avec un film particulièrement extrême, La dernière maison sur la gauche. Abstenez-vous de voir La dernière maison sur la gauche. Un suspense insoutenable. Film indépendant, une histoire de viol et de vengeance, une thématique qu'il aime bien. Ouais. Qu'il aime bien, il aimait d'ailleurs beaucoup le western italien, qui l'utilise énormément. Ouais. On abuse peut-être même quelquefois. Bon. Et il connaîtra la gloire avec une série de films, ce qu'on appelle des franchises. Scream, bien entendu. Les Griffes de la nuit, A Nightmare on Elm Street, l'histoire de Freddy Krueger, joué par Robert Englund, un monstre particulièrement terrifiant qui pénètre dans nos rêves. Et La colline a des yeux, qui est assez marqué aussi, de Hill Has Eyes. Alors, il ne réalisera pas tous les films de ces franchises, mais son nom y reste évidemment associé. Quelques autres films très intéressants, j'apprécie en particulier le film L'emprise des ténèbres, The Serpent and the Rainbow, qui traite du vaudou. Film à faire, hein, je pense, ouais, bien sûr, qui mérite vraiment d'être vu. Shocker, un peu sur l'informatique que je trouve un peu moins intéressant. Bref, un cinéaste vraiment porté sur l'horreur, à une exception près. Il a fait un film sur une violoniste jouée par Meryl Streep. Bon, le titre m'échappe maintenant, mais qui n'a pas marché du tout. Ouais. Qui n'a pas marché du tout. Ses derniers films sont un peu plus, disons, un peu plus convenus. Mais il reste évidemment un personnage tout à fait marquant, personnage très sympathique. Je me souviens d'une interview sur Canal+, où il parlait « ça a l'air d'être le plus doux des hommes ». Contrairement à ses films. Absolument. Alors son scénario, bon, il a traîné un petit peu dans les pattes des producteurs qui cherchaient un réalisateur. Wes Craven, c'est pas le premier choix. Il y en a 4 ou 5 d'abord à qui on a proposé le projet. Dont Brian De Palma, je pense. Oui, je crois aussi, qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu, en tout cas, le traiter. C'est Wes qui s'y est collé. Et là, Charles, ça nous donne un film qui est, alors pour le moins original, c'est sûr, mais on verra que quand tu parlais du côté malsain des premiers films de Wes Craven, là aussi, il y a quelque chose d'un peu bizarre dont on va reparler plus tard. Mais d'abord, un petit mot sur le casting, oui, Charles. d'ailleurs, puisque tu parlais de malsain, je voudrais encore citer un titre qu'il a fait, Le sous-sol de la peur, qui est très malsain. Ouais. Alors vraiment, vraiment malsain. C'est du genre Fulci un peu, mais carrément malsain. Là. Il aime bien le malsain, Wes. Il aime Wes, donc voilà. Ouais. Alors Charles, une des scènes les plus marquantes de ce film, c'est la première. C'est le début, c'est le pré-générique même. Avec une actrice qu'on connaît très bien. Oui, c'est la jeune, Drew Barrymore, de la famille des Barrymore, connue évidemment pour le succès planétaire de E.T. de Steven Spielberg. Alors Drew Barrymore, elle fera une carrière, on va dire, en dents de scie. Elle est marquante dans Scream, évidemment elle disparaît très vite, mais c'est très marquant. C'est sûr, il y a des films comme ça où vous avez une scène qui marque à vie. Non, c'est pas vrai, j'ai raison, il s'appelle Jason. Les autres acteurs, pas connus à l'époque, sont bons. Et les acteurs sont bons, la direction d'acteurs est bonne, tous j'allais dire, le déplacement. Ouais, surtout la révélation du film, Charles. Alors, la révélation du film, c'est Neve Campbell. Ouais. C'est Drew Barrymore, d'ailleurs, qui devait jouer le rôle, mais là aussi, des engagements ultérieurs ne lui ont pas permis de le faire. Ouais. Et donc, c'est Neve Campbell qui est une vraie révélation, qui est superbe, qui sera dans les 4 Scream, qu'on reverra ensuite dans un excellent film, Sex Crimes, de John McNaughton, l'auteur de Henry, Portrait of a Serial Killer, mais qui n'a pas non plus réussi vraiment par la suite à s'imposer. Ouais, c'est dommage, parce qu'elle a un vrai charisme. Ah oui, elle est magnifique. Franchement, c'est une vraie révélation dans ce film. Autre excellent acteur, qui joue un débile, c'est David Arquette, de la famille des Arquette. Rappelez-vous Rosanna Arquette, qui est dans Le Grand Bleu, Patricia Arquette, sa sœur, et qui est très bien. Ah oui, il est remarquable, il est
Moi, c'est mon rôle préféré du film. À chaque fois que je le vois, franchement, je prends un vrai plaisir parce qu'il joue ce flic ridicule vraiment avec beaucoup de talent. Oui. Et puisqu'on parle de télé, Courtney Cox, révélée par la série Friends. Yes. Donc tout ce beau monde est tout à fait à l'aise et tout à fait... C'est tout à fait réussi. Oui, c'est tout à fait réussi et c'est chapeauté, tout ça est chapeauté d'ailleurs par un producteur qu'on connaît. Oui. Alors, on va peut-être pas dire qu'on l'adore, Charles ? C'est-à-dire que c'est un producteur qui a quand même produit beaucoup de très grands films. Alors donc je vais me risquer à donner son nom, Harvey Weinstein, puisqu'on ne dit pas Weinstein, c'est Weinstein, qui a pas mal d'ennuis. Enfin. Harvey Weinstein, âgé de 70 ans, s'apprête à subir son 2e procès pour agression sexuelle. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a produit ça avec son frère, Bob. Ouais, c'est Miramax, leur société. C'est Miramax, leur société. Les deux frères avaient cette société. Effectivement, ils ont marqué l'histoire du cinéma. Absolument, ils ont produit des bons films, rien à dire. Absolument, oui. Donc on a quand même un générique assez prestigieux. Alors pour l'instant, on est bien. On a un réalisateur vraiment avec de grandes références. On a un scénariste vraiment qui nous a pondu quelque chose de très original. On a un producteur qui a fait ses preuves. La photo est bonne, casting. La photo est bonne. Alors, on va parler de la technique. Oui, d'accord. Alors, la photo est bonne, Charles. Oui. Alors, oui et non. Uh-huh. Alors, elle est bonne dans la mesure où c'est un travail de pro, rien à dire. Voilà, c'est à l'américaine, très bonne photo, c'est très bien éclairé. Ok, parfait. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on attend comme lumière pour un film d'horreur ? Moi, personnellement, je trouve pas. Moi, cette lumière, elle me fait plutôt penser à un bon téléfilm. Oui. Plutôt qu'à un film d'horreur. Les films d'horreur, généralement, on aime bien avoir un peu un côté elliptique, donc on aime bien quand on a une lumière qui nous cache certaines choses. Or là, la lumière, alors pour le coup, vraiment, on voit tout. D'ailleurs, ça, c'est le premier reproche que je ferai au film, Charles, c'est que au niveau de la mise en scène, il y a des mouvements de caméra, mais c'est pas super créatif, et vraiment... On dit le cinéma c'est un art de l'ellipse, mais alors là les ellipses, waouh, faut les chercher. Alors effectivement, des fois on voit la réaction d'une personne devant un cadavre, mais le cadavre on le voit dans la seconde d'après et puis il est pas caché quoi. Donc déjà au niveau ellipse, on n'en a pas beaucoup. Donc Charles, ce côté malsain. Oui, j'allais dire, est-ce que Scream, film malsain, film dangereux ? Alors je dirais que pour moi il y a 2 films dans l'histoire du cinéma que je considère comme subversifs. Subversif, c'est peut-être même au-delà de malsain, c'est vraiment des films qui ont transpercé le miroir de la fiction et de la réalité. Il y a 2 films, c'est Scream et Scarface. Alors Scarface, c'est assez facile à comprendre qu'en glorifiant comme ça un gars qui devient le roi de la cocaïne et qui devient le boss absolu, c'est sûr que dans les quartiers, ça a fait fureur. Et quantité de jeunes gangsters en devenir, on fait plein de conneries en l'hommage à Tony Montana. Oui, Al Pacino, extraordinaire d'ailleurs. Oui, c'est extraordinaire, mais il faut que moi, Brian De Palma, c'est mon cinéaste préféré, et Scarface, c'est un de ses meilleurs films. Donc c'est pas la question de qualité ou pas qualité, c'est simplement qu'il y a un côté qui flirte quand même, qui a eu des répercussions pas forcément idéales. Et là, on parle de conneries dans les quartiers, mais maintenant, ce dont on va débattre, c'est pas des conneries dans les quartiers, c'est vraiment de passer à l'acte, de prendre un couteau et d'aller poignarder quelqu'un. Et ça a eu lieu. Et moi, Charles, quand je vois ce film, c'est pas la peine que tu me dises que ça a eu lieu, parce que je sais d'avance que c'est un film qui, pour les adolescents, a dû leur péter le bourrichon. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on regardait un film d'horreur, Charles, on avait cette espèce d'outrance dans les films d'horreur qui fait que, c'était pas la peine de se réveiller, on pouvait rester endormi, on savait qu'on était dans la fiction. Oui, ça entraînait une distance. Ça entraînait une distance, il y avait quelque chose comme ça, de l'ordre de des rêves, ou je sais pas, quelque chose de l'ordre du fantasme qui est accompli. Et donc, il y avait cette distance par rapport à la réalité. Mais là, on a un scénario qui est vraiment un scénario typiquement américain, avec des meurtres typiquement américains, qui est fait par un réalisateur qui, comme tu l'as dit, déjà dans ses premiers films, il aimait bien mettre en scène les faits divers glauques. Et là, il met en scène un scénario réaliste d'une manière glauque et réaliste. Oui, je me souviens d'une critique, Wes Craven, le culte du bon, entre guillemets, malsain. Moi, le côté bon, à développer. Alors oui, parce que effectivement, vous voulez dire que le film est de qualité, je pense. Il y a une qualité dans le film indéniable. C'est sûr que il y a une maîtrise dans le montage, dans le découpage, dans l'histoire. C'est bien maîtrisé. Il y a rien à dire.
Après, Charles, comme dit, sur le reste, c'est vraiment tendancieux comme film, et malsain, c'est peu dire. Oui. Moi, je trouve que vraiment, ça me dérange de voir ces acteurs qui rigolent sur eux-mêmes, et que... Oui, parce qu'on n'est pas vraiment dans la parodie. Le bal des vampires, c'est une parodie. Non, c'est pas le cas ici. Hein. Les acteurs rigolent sur eux-mêmes, les acteurs rigolent avec les références du cinéma fantastique, mais on n'est pas dans une parodie, mais on n'est pas dans un film comique, mais on est quand même dans un film d'horreur. Et ça, je pense que pour moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, là où vraiment je trouve que c'est un film qui devrait être carrément retiré, et qui aurait dû à l'époque être retiré des salles, c'est que ce film, non seulement, je pense, a fait des émules dans les jeunes qui sont passés à l'acte, voilà, et pas forcément en mettant le masque, hein, mais je veux dire, quand un jeune, il voit un film comme ça, pour voir la réalité, la distance entre la réalité et la fiction est très floue, mais je pense aussi, et là ça me dérange encore plus, que c'est un film qui, quelque part, a libéré la morale à la télévision, et je trouve que, en particulier, regardez des fois les téléfilms de TF1, vous vous rendrez compte qu'il y a des téléfilms qui passent comme ça en pleine journée, plein après-midi, où on a des choses des fois très 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 dérangeantes. T'as déjà les titres, hein, violé à 16 ans sur le campus. Ça, c'est le titre d'un téléfilm de TF1. Oui. À 13h55. Meurtre au paradis, machin et compagnie. Voilà, donc il y a vraiment ce film-là, il a lâché la bride pour dire aux gens, de toute façon, c'est de la fiction, on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut. Non, on peut pas faire ce qu'on veut. Le cinéma, c'est un art qui est vraiment très 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 profond dans le ressenti et dans les habitudes psychologiques des gens. Et pour moi, là, le film, il a pété un plomb. Moi, je suis désolé, mais... Je suis peut-être moraliste, je suis peut-être moralisateur, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus, de plaisir à voir un bon Fulci où je vais voir des têtes coupées, des membres arrachés, mais ce sera fait d'une façon, comme dit, qui relève de l'expression de l'inconscient, que de voir un film qui joue sur les codes des faits divers, du réalisme, et comme ça, il mélange la distanciation avec la réalité et la fiction, ça me dérange. D'accord. On va dire un mot de la musique ? Ouais, Charles, la musique, donc c'est un compositeur... Alors c'est un compositeur qui a débuté à cette époque-là, qui était le compositeur attitré de Marco Beltrami, jusqu'à la mort de Craven. Il fera ces films-là, et au départ sera vraiment spécialisé dans le film d'horreur. Il aura l'intelligence, par contre, parce qu'il a du talent, de voir plus loin et de montrer l'étendue, la patte de son talent. Il travaillera avec Luc Besson, producteur, Tommy Lee Jones, réalisateur, 3 enterrements, The Homesman, Bertrand Tavernier, le film américain Dans la brume électrique, le remake, alors très mauvais, de Ben-Hur, mais la partition est intéressante. C'est un compositeur à suivre, une partition, alors à tomber, celle-là, je trouve, avec un thème lyrique. Ce qui manque d'ailleurs à Scream, entre parenthèses, c'est Hellboy. Le premier Hellboy de Guillermo del Toro, il ne l'a pas pris d'ailleurs pour le deuxième, je ne sais pas pourquoi, qui est extraordinaire. Donc un compositeur très intéressant. C'est peut-être pas encore un super grand, mais je pense qu'il a des choses à dire. Il est très à l'aise dans le drame psychologique aussi. D'accord, ok. Oui, alors tout de suite... quand même spécifier que les compositions de ce réalisateur pour Scream n'occupent pas la totalité de la bande originale du film. Il y a 20 minutes de musique sur le disque, 20 minutes de Scream. Ouais. Il y en a plus sur Scream 2. D'accord, alors que la musique, on en a pratiquement tout le temps dans le film, sauf que le reste, ce sont des musiques que Wes Craven a utilisées, enfin ce sont des interprètes comme Nick Cave par exemple, donc il a utilisé pour illustrer son film, et c'est rajouté à les compositions de Marco. Ça fonctionne pas ces chansons. Alors, on reviendra sur Beltrami, mais en tout cas, là, les compositions qu'il a utilisées, des Nick Cave et compagnie, j'ai pas compris, Charles, et visiblement toi non plus, parce que ça va pas du tout avec le film, quoi. Non, là, il faudrait qu'il prenne des leçons chez Danny Boyle. Ouais, exactement. Lui savait utiliser de façon magistrale des chansons, que ce soit Trainspotting, La plage, etc. Exactement. Donc ce côté déjà à oublier, ça marche pas. Alors pour la composition ou les compositions originales, Charles, oui, c'est réussi. Ah oui, absolument. Oui, les séquences d'horreur sont vraiment magnifiées entre guillemets par cette musique. C'est de la musique orchestrale. Ce sont des instruments de musique classique. Voilà, il y a un réel talent. Avec ce petit bémol. Oui, il manque un thème. Et dans le fantastique en particulier, moi j'ai en tête, depuis toujours, la musique de Poltergeist, de Tobe Hooper, Jerry Goldsmith. Un thème à tomber. Ouais. Bon, Charles, alors,
faut peut-être pas non plus trop comparer les films fantastiques avec ce genre de films qui ne sont pas des films fantastiques. C'est pour ça que je précise bien que là, on est dans le film d'horreur, pas dans le film fantastique. Mais néanmoins, on peut comparer ce film, par exemple, et ils en parlent d'ailleurs eux-mêmes dans le film, à Halloween, qui est voilà, dont on parle assez souvent dans le film. Où le compositeur et le réalisateur. Où là, on voit la musique du compositeur, réalisateur, notre cher Carpenter. Oui. Et là, franchement, on a un thème qu'on n'oubliera jamais. Oui. On entend quelques notes, on voit des images du film. Et là, c'est pas le cas. Tout à fait d'accord. Voilà donc Scream. Alors ça veut dire scream, ça veut dire hurlement. Hurlement, ça existait déjà, donc on l'a appelé Scream. Hein. Bon, ça s'appelle Scream en anglais aussi. Hein, on n'a pas traduit. Et donc Scream est un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Oui, pas forcément pour les bonnes raisons, mais en tout cas, il a marqué l'histoire du cinéma. Oui. C'est indéniable. Oui, il était d'ailleurs interdit au moins de 16 ans. Ce qui est assez rare, ce genre de film, c'est en général, là, les Carpenter, Fogg, etc., c'était 13 ans. 12, 13 puis 12. Hein. Mais bon, effectivement. Donc, moi je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit à propos, je pense pas que tu sois un père moralisateur, mais ce que tu as dit est très intéressant. C'est le type de film, effectivement, on peut dire qu'il y a un côté malsain et peut-être un côté dangereux. Oui, mais maintenant c'est un côté malsain qui est rentré dans les mœurs de la société. Voilà. Donc c'est marrant de voir cette société, bon père la morale, qui à chaque fois s'attaquait aux réalisateurs italiens dont on a parlé je sais pas combien de fois pour amputer des scènes qui au final n'étaient pas vraiment malsaines, et que là quand on a un film vraiment malsain, et ben voilà, maintenant il a fait des émules et partout on voit ce genre de mélange comme ça, de non-distanciation entre une fiction glauque et une réalité qui ne l'est pas moins. Absolument. Donc, si vous n'avez pas vu, faites-vous votre opinion. Si vous voulez le revoir, bon, ça se regarde bien par contre. Ça se regarde bien. Ça n'a pas trop vieilli. Non, ça n'a pas trop vieilli. Donc, Scream. À bientôt.